je voudrais apporter un témoignage sur le rôle de la société civile, le rôle que peut jouer la société civile et une ONG comme FIAN dans l'utilisation des mécanismes de droits humains au service de la sécurité alimentaire. Alors, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas FIAN, il s'agit d'une organisation internationale de droits humains qui se bat pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, et plus particulièrement du droit à l'alimentation. Nous sommes donc une ONG internationale avec un secrétariat international basé en Allemagne et nous avons un réseau d'une vingtaine de sections nationales dans tous les pays, dans tous les continents. Nous n'avons malheureusement pas actuellement de représentation de structures actives en France, mais il y a un petit groupe qui est en train de se constituer, donc appel aux éventuelles personnes intéressées. Alors, notre rôle en tant qu'organisation de droits de l'homme, c'est tout d'abord d'utiliser les mécanismes de droits de l'homme pour soutenir les luttes des communautés pour le respect et la réalisation de leurs droits. Un deuxième axe de notre action, c'est d'effectuer un travail de plaidoyer pour, tant au niveau international que régional ou national, pour la mise en œuvre de politiques favorables au droit à l'alimentation. Et enfin, je terminerai par quelques défis que nous rencontrons dans notre mission. Donc, notre première mission, c'est d'utiliser les mécanismes de droits de l'homme pour soutenir et renforcer les luttes des communautés dont le droit à l'alimentation est menacé ou violé. J'insiste vraiment qu'il s'agit d'actions que nous menons à la demande des communautés concernées et qu'elles s'inscrivent en complément des mobilisations dont on parlait et des luttes sociales qui restent le premier moyen pour les communautés de faire respecter leurs droits au niveau local et national. Mais notre approche permet, si vous voulez, de renforcer le discours, les luttes de ces communautés sur base de droits qui sont consacrés. Et là, je trouve que, je me rapproche plus des visions de droits directement opposables qu'ont les individus par rapport aux États plutôt que de droits de créance qui sont encore dans l'imaginaire des autorités. Mais donc, on soutient les revendications de droits légitimes, ce qui nous permet une interpellation des autorités par rapport à leurs obligations en matière de droits de l'homme. Alors, je voudrais présenter comme exemple 2-3 cas que nous suivons particulièrement au sein de FIAN Belgique, en précisant qu'au sein du réseau international, nous suivons activement une vingtaine, trentaine de cas. Alors, un premier cas que je cite en exemple, c'est le cas des Indiens Guarani Kaiowá au Brésil, qui sont victimes de violations de leur droit à l'alimentation et en particulier de leur accès aux terres indigènes ancestrales suite à l'expansion des cultures de soja depuis les années 70 et plus récemment l'expansion extraordinaire des cultures d'agrocarburants sur base de cultures de canne à sucre, ce qui entraîne une pauvreté extrême dans ces populations et une perte réellement culturelle et identitaire. Alors, quelles sont les actions de soutien que nous menons ? Bien, tout d'abord, nous réalisons et nous facilitons des missions d'investigation sur le terrain pour vraiment constater et argumenter les violations du droit à l'alimentation des communautés. À la fois des missions directes de FIAN, mais nous avons également facilité des missions de commissions de droits de l'homme sur le terrain. Une fois les violations constatées, eh bien, nous interpellons les autorités responsables face à leurs obligations de droits de l'homme, mais également, dans ce cas-ci, face à leurs obligations constitutionnelles, puisque le droit des peuples indigènes et leur droit d'accès à la terre est reconnu dans la Constitution du Brésil. Et il y a une loi qui doit normalement démarquer les territoires indigènes et leur restituer pour leurs conditions de subsistance. Malheureusement, au Brésil, la loi n'est toujours pas adoptée et les territoires toujours pas démarqués. Donc nous avons essayé de renforcer la visibilité et la lutte à un niveau supérieur. Nous avons notamment déposé des rapports lors de l'examen périodique universel que le Brésil a effectué l'année passée, et ce qui nous a permis d'avoir des recommandations très précises du Conseil des droits de l'homme qui demandent le respect, la protection des droits des peuples guarani et la mise en œuvre de cette loi de démarcation. Nous avons également, le mois passé, présenté la situation devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, en insistant surtout sur l'aspect de criminalisation et de répression que nous constatons des leaders indigènes qui se battent pour le respect de leurs droits.
Un deuxième cas que je voudrais mettre en avant, c'est le cas de la communauté Mubende en Ouganda. Il s'agit de plus de 2000 personnes qui ont été expulsées de leurs terres suite à un accord entre le gouvernement et une société allemande pour l'implantation de la plus grande plantation de café du pays. Expulsion qui a été réalisée de manière extrêmement brutale par l'armée ougandaise, avec 5 personnes qui ont été tuées à la suite de cette expulsion, une destruction des récoltes, destruction des maisons, et expulsion qui a été réalisée sans consentement des populations, sans consultation préalable. Alors, vu les violations patentes des droits fondamentaux dans ce cas, nous avons directement soutenu les communautés dans l'introduction d'un recours devant les tribunaux ougandais. Alors, recours qui a été systématiquement entravé à la fois par les autorités ougandaises, mais également par la société allemande, ce qui nous a obligés à renforcer là aussi la pression internationale. Nous avons en 2009 décidé de porter l'affaire en Allemagne devant le point de contact national de l'OCDE pour violation des principes directeurs des entreprises multinationales. Nous avons été extrêmement déçus de l'issue de cette procédure, qui n'est pas une structure juridique contraignante, mais plutôt une instance de médiation, qui s'est limitée à conclure qu'il nous renvoyait devant le suivi de la procédure au niveau national, et allait même jusqu'à demander à Fian d'arrêter les pressions internationales face à la société allemande, ce que nous avons bien évidemment refusé. Heureusement, après plus de 10 années de longues luttes judiciaires, les victimes ont obtenu un jugement en leur faveur, reconnaissant les violations des droits humains. Et donc, nous espérons que ça participe à cet effort de jurisprudence au niveau national et international contre les accaparements de terres. Je précise cependant que le combat est loin d'être gagné, puisqu'évidemment, la société va faire appel de la décision. Un dernier cas que je mentionne rapidement, c'est la lutte des communautés de Laguane en Honduras qui se battent pour la mise en œuvre de la loi de réforme agraire qui doit leur restribuer des terres pour pratiquer leur agriculture. Loi qui a été dénaturée par des pressions internationales, mais également par les propriétaires fonciers locaux. Et surtout, ce qu'on constate ici, c'est depuis le coup d'État qui a eu lieu en 2009, une importante répression ici dans ce cas où 55 leaders paysans ont été assassinés entre 2009 et 2013, qui en fait l'un des conflits agraires les plus meurtriers d'Amérique latine. Alors nous avons également réalisé dans ce cas des missions d'enquête d'approche basée sur les droits humains que nous avons présentées à la Commission interaméricaine, mais également au niveau de l'Union européenne et des organes des Nations unies. Nous avons également mené des actions d'interpellation des États et des institutions qui apportent leur soutien aux autorités du Honduras, notamment la Banque mondiale, les États-Unis ou des institutions financières européennes qui, elles aussi, ont des obligations en matière de droits de l'homme. Enfin, dans ce cas-ci, vu la gravité et le manque de réaction, nous avons décidé d'organiser une audience publique internationale en invitant des experts de droits de l'homme pour écouter les populations et qu'au moins un jugement moral, une constatation morale des violations soit reconnue sur un plan plus symbolique. Bon, j'aimerais encore présenter de nombreux cas que nous soutenons, mais pour résumer notre action, donc il s'agit de premièrement, et j'insiste encore une fois, à la demande et en complément des luttes, des mobilisations sociales sur le terrain, d'entamer une approche de droits de l'homme en documentant selon une méthode très rigoureuse d'analyse d'impact sur les droits humains, qui nous permet ensuite d'interpeller les autorités face à leurs obligations, d'engager des recours éventuellement au niveau national et puis au niveau régional. Nous avons également la possibilité de transmettre des communications dans le cadre des procédures spéciales, et je pense que le rapporteur spécial reçoit de temps en temps des communications sur des cas de notre part. Nous avons présenter des rapports donc, devant les organes compétents en droits de l'homme des Nations Unies. J'ai parlé de l'examen périodique universel. Là où nous avons les recommandations les plus pertinentes, c'est devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Voilà, j'en termine par certains obstacles que nous rencontrons dans la lutte pour les cas. C'est tout d'abord qu'il s'agit d'un travail qui demande vraiment une rigueur importante et qui est long et énergivore.
Quand nous nous engageons en soutien d'une communauté, nous souhaitons ne pas nous nous contenter d'actions de dénonciation ponctuelles, mais vraiment s'engager sur le long terme pour la réalisation des droits et donc soutenir les communautés jusqu'au bout de la lutte. Nous sommes confrontés, et c'est vrai, là encore au manque de reconnaissance et de l'application directe des droits fondamentaux, des droits économiques, sociaux et culturels dans de nombreux États. Alors évidemment, j'ai mentionné quelques exemples de connivence ou de pression qui sont effectuées sur les autorités ou les instances de justice par certaines sociétés ou élites locales. Et également ces systématiques dans lesquelles nous défendons de plus en plus en fait une criminalisation des leaders et également un risque pour nous, organisations de défense des droits de l'homme, de subir des poursuites judiciaires face à des monstres multinationaux, ce qui nous demande d'être très rigoureux, très prudents dans notre approche et dans notre dénonciation. Alors, j'irai plus rapidement sur le deuxième point de notre rôle de plaidoyer, en insistant sur notre rôle au niveau des organisations internationales, en précisant que FIAN a un statut consultatif auprès des Nations Unies, ce qui nous permet d'officiellement peser sur certains instruments de droits humains, de contribuer en tout cas à leur développement. J'ai parlé des rapports que nous pouvons déposer. Nous exerçons également un plaidoyer et nous essayons de contribuer par une certaine expertise au développement de certains instruments internationaux. On a, avec une large coalition d'ONG, fait un gros travail pour l'adoption du protocole facultatif au pacte international sur les droits civils et sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui va permettre un nouveau mécanisme de recours au niveau des Nations Unies. Je précise que je pense en Europe, c'est encore trois pays seulement qui ont ratifié le protocole, il me semble. On a parlé des directives volontaires sur le droit à l'alimentation, que nous avons suivi également. Et on en a parlé hier sur le processus en cours de déclaration sur les droits des paysans, qui est donc un processus actuellement en discussion au niveau du Conseil des droits de l'homme. Et là, je précise aussi que pour l'instant, tous les États européens s'opposent formellement à ce processus. Et donc je pense, nous en tout cas, de concert avec notamment Via Campesina, nous allons essayer vraiment de faire un gros travail de pression pour que les États évoluent dans leur position. Nous avons également décidé de nous engager de manière active au sein du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale dont nous avons discuté hier, parce qu'il offre vraiment une place comme partie vraiment intégrante de ce comité à la société civile et aux représentants des groupes vulnérables. Ça nous a permis de participer à l'élaboration de directives et de recommandations. On a notamment parlé également au cours de ces rencontres des directives volontaires sur la gouvernance foncière. Il y a d'autres processus en cours. Alors nous gardons une approche, une vision très critique par rapport à ces instruments, qui notamment leur manque de caractère vraiment contraignant. Mais en tout cas, la démarche d'élaboration et la participation intégrante de la société civile nous semble un mécanisme démocratique intéressant dans le cadre de cette démocratie alimentaire que nous recherchons. Par contre, et il en a été aussi beaucoup question lors de ces rencontres, nous n'avons pas de rôle à jouer au sein d'instances comme la Banque mondiale ou l'OMC, parce que nous n'en sommes pas partie prenante et nous n'y sommes pas invités. Donc nous nous contentons d'un rôle principalement de contestation. En fait, on regrette vraiment que ces institutions n'adoptent pas une approche basée sur les droits humains. Approche qui, pour nous, signifie non seulement l'alignement et le respect des principes de droits fondamentaux qui sont au-dessus de la pyramide des normes en théorie juridique, mais ça ne se limite pas au respect et à la cohérence des décisions par rapport à ces droits. Une approche basée sur les droits de l'homme demande également des principes fondamentaux qui l'accompagnent, notamment les principes de participation des groupes vulnérables à l'élaboration des politiques, des principes de transparence et des principes de redevabilité dont on a également parlé, ce qui signifie que lorsque ces institutions ne se conforment pas à leurs obligations de droits humains, il faut pouvoir les interpeller et leur demander de rendre des comptes. Voilà, je conclus rapidement sur quelques défis qui permettraient de renforcer notre action. J'ai parlé de la reconnaissance, de l'applicabilité directe des droits économiques, sociaux et culturels dans tous les systèmes juridiques, qui permettrait d'entamer des recours plus facilement devant les juridictions. Il faudrait faciliter évidemment ces mécanismes de recours pour les victimes, parce que ce sont des procédures qui sont très lourdes et très longues pour elles.
Alors un élément dont on n'a pas encore beaucoup parlé dans ces journées internationales, mais qui pour nous est fondamental, c'est la reconnaissance des obligations extraterritoriales des États en matière de droits humains. Je fais référence ici à des principes qui ont été développés par une série d'experts, dont de nouveau le rapporteur spécial, les principes de Maastricht sur les obligations extraterritoriales des États, qui signifie que les États n'ont pas l'obligation seulement de respecter, protéger et garantir les droits de l'homme chez eux, mais ne peuvent pas également porter atteinte aux droits de l'homme à l'étranger. Voilà, j'ai également mentionné la nécessité d'adopter une approche basée sur les droits humains dans les organisations internationales, ce qui signifie s'aligner et mettre ces décisions en cohérence avec les droits fondamentaux, mais également adopter une approche participative et de redevabilité et de transparence. Voilà, je vous remercie. Je termine sur cette petite phrase de Victor Hugo. Ceux qui ont faim ont droit. Merci.